Donc voilà, après ce teasing sur JPA, comment ça marche? On va rentrer un peu dans le détail. Donc c'est un standard, on a vu, pour la persistance des objets Java. Il y a une spécification qui existe, qui s'appelle la JSR 220. Donc à tout moment, s'il y a un point que vous trouvez flou, donc lire une JSR du début à la fin, c'est pas très drôle, mais par contre, aller rechercher une information précise pour comprendre le comportement attendu, ben ça, c'est assez pratique. Donc il ne faut pas hésiter à aller lire les informations qu'on trouve dans cette Java Specification Request. Donc, comment ça va marcher? Bah, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir aux entités qui doivent être rendues persistantes. On va annoter ces objets pour justement déclarer ce mapping. Ça va permettre de générer automatiquement là où les tables de la base de données si nécessaire. Et puis après, on va avoir un point d'entrée unique pour sauver les objets en base de données, faire des recherches dans ces objets en base de données, etc. Ce qu'on va appeler l'Entity Manager. Donc, l'avantage, c'est que on va rester centré sur la conception objet. Vous avez vu au premier cours, je vous avais dit, bah voilà, on peut partir du schéma de base de données, partir de la conception objet. Je fais partie des gens qui pensent que la conception objet, c'est un point important. Donc, à un moment, on va modéliser toute la partie métier, par exemple, en UML, en faisant de la conception objet. On va pouvoir partir de là pour, en gros, créer le schéma de base de données en annotant, en rajoutant des métadonnées dans le code. Ces métadonnées, elles peuvent être écrites de deux façons, soit par des annotations, soit par un descripteur XML qui va redonner cette information. De nouveau, vous verrez que, entre autres en TP, on va beaucoup utiliser les annotations parce que c'est plus confortable à utiliser. L'intérêt tentant de passer par le descripteur XML, c'est que si on a une application qui est en production et qu'on doit changer un élément de configuration, l'avantage de passer par un fichier XML, un descripteur externe, c'est que ça permet de changer la configuration du mapping sans nécessairement recompiler toute l'application. D'un point de vue vocabulaire, on parle d'un fournisseur de persistance. Donc je vous ai dit, JPA est un standard, ça veut dire qu'il n'y a aucune implémentation par défaut fournie quand on utilise JPA. Et donc on a besoin d'une implémentation de référence. Donc en TP, nous on utilisera Hibernate Entity Manager, mais on peut utiliser une autre assez facilement, c'est-à-dire une librairie qui va comprendre les annotations qu'on a mis dans le code pour être capable de les utiliser correctement. Donc, on va donc revenir un peu sur JPA, cette notion d'entité persistante, comment on la code, comment on gère les identités, les associations, l'héritage, les objets liés, tout ce qu'on a vu précédemment, tout ce qu'on peut faire avec le gestionnaire de persistance, et puis après on ira voir un peu ce langage qui est JPQL pour faire des requêtes. La présentation générale de JPA. L'idée de base, quand on va faire du JPA, ce qui va vous faire dire que l'on fait du JPA, c'est que dès que vous allez voir des classes qui sont taguées @entité. En gros, toute classe dont les objets doivent être rendus persistantes en base de données, on viendra l'annoter, et même au vocabulaire, on parlera d'entité, on dira ça c'est mon entité personne. C'est une classe qui est taguée @entity. Un exemple d'entité, donc je vais carrément le faire dans Eclipse, ce sera plus, on va dire, amusant de le faire. Donc en gros, si je repars de ma classe personne tout à l'heure qui était là, si je veux faire du JPA, je vais partir de mon entité qui est là, je vais aller dans un projet ici qui s'appelle JPA, qui doit être test JPA qui est là. Imaginons que je veuille mettre ma classe personne. J'ai donc ma classe personne qui est la même que précédemment. Je l'ai juste changé de projet pour avoir les bonnes dépendances, etc. Pour qu'elle soit une entité, tout ce que j'ai à faire, c'est la taguer @entité. Et puis évidemment, à un moment, je vais avoir besoin d'indiquer qui est la clé primaire. Et puis, comment cette clé primaire doit se configurer. Le fait d'avoir fait ça, après j'ai des getters, des setters, etc., c'est pas très important. Le fait d'avoir fait ça, si je retourne dans ma base de données qu'on avait vue précédemment, je vais tuer mon manager, tuer ma base de données, supprimer les données de la base de données pour repartir d'une base de données toute vide. Donc là, je la relance, ma base de données. Je relance mon manager,
je reconnecte mon manager à ma base de données. Donc ça, je vous rappelle, c'est toujours mon petit PHP MyAdmin. J'ai strictement aucune table dans ma base de données. Avec JPA, le fait d'avoir mis simplement @entité, d'avoir dit c'est la clé primaire de mon entité, quand je vais démarrer mon programme avec un main, mon programme pour le moment il fait strictement rien, hein, il ouvre l'entity manager, il démarre une transaction mais il fait rien dans la transaction, il clôt. Le fait même de démarrer l'entity manager, quand je vais faire un run, run as Java application, il va introspecter les classes de mon projet, il va dire ah bah tiens, il y en a une qui est une identité, donc j'ai besoin de créer le schéma correspondant, et donc comme un grand, eh ben, je vais me retrouver dans mon application avec ma table qui est créée. Évidemment, à l'heure actuelle, si je fais un select étoile from person, je n'ai strictement aucune donnée dans ma classe personne. Pour autant, si je crée une personne, que je lui mets un nom, et puis que je rends persistant, donc je demande à sauver cette personne, au moment où je vais exécuter ce code-là, eh ben, évidemment, je vois qu'automatiquement, il me déclenche un insert que j'ai jamais créé. Et évidemment, si je réexécute ma requête SQL, je vois bien que j'ai une personne qui a été créée, etc. Donc, la première chose que je veux faire, c'est donc coder mes classes métiers, annoter mes classes métiers, donc avec les annotations fournies par JPA, et puis ensuite, travailler avec ces API que me fournit JPA. Donc, une entité, ça va être ce que je viens de vous montrer, une simple classe Java avec des getters, des setters, sur lequel on va poser un certain nombre d'annotations. Donc, par exemple, je vous ai montré une classe personne. Ici, je vous montre une classe employé. Je vais pouvoir la taguer @entity. Je vais pouvoir configurer qu'elle doit être mise dans la table employée si je veux configurer le nom de la table. Elle va avoir un certain nombre d'attributs avec des getters et des setters, et puis elle va aussi avoir justement un attribut qui joue le rôle de clé primaire, et je vais l'indiquer en mettant un @id. Ça, c'est globalement ce que je viens de vous montrer dans la démo précédente. On va pouvoir aussi mettre des annotations, ça c'est ce qu'on va sur les associations, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Si je suis lié à une entreprise, je vais pouvoir dire que je suis une association de type many to one vers cette entreprise. Je vais pouvoir mettre des requêtes en tête de ma classe, des requêtes nommées. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure du cours. Tout ce qu'on a mis par des annotations, en fait, on peut le mettre dans un fichier XML aussi à part. Je vous ai dit, principalement pour des problématiques de déploiement. Dans la suite, nous, on n'utilisera que les annotations. La classe principale qu'il faudra comprendre, c'est l'Entity Manager. L'Entity Manager, c'est le point d'entrée, la façade, qui va me permettre de faire tout le dialogue avec la base de données. Rendre persistants les objets, supprimer les objets de la base de données, retrouver leurs valeurs, soit parce qu'on a la clé primaire, soit en déclenchant des requêtes, etc., etc., etc. C'est vraiment ce point d'entrée important. On a dessus un certain nombre de méthodes, par exemple une méthode persiste. Dans ce cas-là, l'objet devient géré par le gestionnaire d'entité. Ça veut dire que toute modification apportée à cet objet sera répercutée dans la base de données par le gestionnaire d'entité. Et tous ces objets qui sont gérés, d'un point de vue vocabulaire, on parle de contexte de persistance. Comment est-ce que je rends persistant mon objet ? J'ai besoin de créer cet Entity Manager. On reviendra un peu plus tard dans la présentation sur comment est-ce qu'on peut créer cet Entity Manager. Et puis à un moment, c'est ce qu'on a fait aussi dans la démo. Je peux créer un objet, tout simplement. Je peux le rendre persistant. Et au moment où il y a un commit qui va avoir lieu, j'ai ma requête qui va être faite d'insert pour insérer l'objet dans ma base de données. Si plus tard, je viens mettre à jour dans une autre transaction les attributs de cet objet-là, automatiquement, le framework déclenchera des requêtes de type update sur ma base de données. L'autre intérêt qui va sans doute faire rire que moi, mais qui est extrêmement puissant grâce à JPA,
c'est que je vais pouvoir écrire des requêtes. Donc on reviendra là aussi sur ce langage de requête, c'est pas trop grave, mais où je vais pouvoir dire donne-moi tous les employés dont le poste est tel poste. Je vais pouvoir créer ma requête, setter les paramètres de ma requête en disant moi je veux tous les employés dont le poste est ingénieur. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue abstraction dans JPA, c'est qu'au moment où je vais exécuter ma requête sur cette ligne-là, ce que je vais récupérer, c'est directement une liste d'employés. Employé qui est un concept métier pour moi, de mon application. Et donc, je ne vais pas récupérer comme un JDBC, un JDBC recette qu'il faut reparcourir pour recréer mes objets métiers, etc. Je viens d'écrire ma requête par rapport à mes concepts métiers, pas par rapport à ma base de données, et je récupère en sortie directement des objets instances de mes concepts métiers. Donc ça, pour un développeur, ça fournit un pouvoir d'abstraction qui est intéressant là-dessus.